Bonjour, bienvenue à tous dans mon live. Alors, aujourd'hui, on va parler de vraiment beaucoup de sujets. J'ai réuni plusieurs sujets, comme vous savez, comme d'habitude. D'habitude, quand je fais ce genre de live, il s'agit plutôt de la lecture d'articles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura différents supports. Il y aura des vidéos. Excusez-moi, il y aura des vidéos, il y aura des articles. Il y aura différents supports. Alors, on va commencer par parler de l'affaire Epstein. Parce que je suis tombée sur une vidéo intéressante qui traitait de ce sujet-là. Et donc, il apparaîtrait qu'il y a un album qui a été créé pour ce monsieur, un album d'anniversaire, un livre d'anniversaire, et que ce livre d'anniversaire pour Epstein, hein, il a été signé par tous ses amis les plus proches. Voilà. Et ils ont contribué donc à faire ce livre. Et on se rend compte que dans ce livre, il y a des choses assez troublantes, assez dégoûtantes et bizarres. On va regarder ensemble si le live ne saute pas. Si le live saute, je relancerai tout simplement sur YouTube. Et après, je mettrai la vidéo du live YouTube sur TikTok. Voilà. Donc on va essayer de regarder ça ensemble si on y arrive, hein, si le live ne saute pas. Donc je remercierai à ceux qui sécurisent le live. Et donc oui, dans cet album de photos donc pour Epstein, on se rend compte qu'il y a des choses assez dégoûtantes. Déjà, on se rend compte que Donald Trump, il est dans l'album, dans les amis proches de Epstein. Ça, c'est un peu un secret de Polichinelle. Mais dès que Epstein il a commencé à avoir des problèmes, Trump il s'est très vite désolidarisé, on va dire, de la situation. Et là, en fait, on se rend compte que Trump, il fait partie en fait de ses potentiels clients, enfin pas de ses potentiels clients parce que en fait, on trouve le nom de Trump sur une liste de clients aux côtés de plein d'autres noms. Et on trouve des images trop bizarres de pédophilie comme d'habitude, mais ce sont des dessins et des sous-entendus et également de zoophilie et de trucs genre vraiment trop bizarres comme d'habitude. Donc c'est un Américain en fait qui parle, hein, il raconte l'histoire et c'est assez long. Donc je sais pas en fait si je vous mets des extraits ou si je vous montre. Bon allez, je vais vous montrer. Alors laissez-moi juste tourner. Voilà. Attendez, là j'ai tourné. Ouais, j'ai tourné. Ok. Et laissez-moi juste enlever. Je vais nettoyer aussi. Laissez-moi juste enlever l'effet. Voilà. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un passage. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis le volume? Voilà. Ok. Donc, ah oui, comme j'ai mon casque, je sais pas du tout si vous entendez. N'hésitez pas à me dire si vous entendez pas. Who was murdered by those that he chose to serve children to. At the beginning of this book, you can find a table of contents. According to reporting from the Wall Street Journal, Donald Trump and Bill Clinton were listed under the Friends section in the book's table of contents, along with about 20 other associates. Other people were grouped under categories such as science, Brooklyn, and family. While many of the letter writers for this book weren't famous, weren't recognizable names, some categories indeed had notable people within them, flowing seamlessly from... Voilà. Donc je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était des clients, excusez-moi, c'était bien des amis. Mais bon, bref, ça, ce sont des choses qu'on voit dans le livre d'anniversaire de Epstein. Là, c'est une photo où apparemment il était petit parce qu'en fait, il dit que dans le livre, il y a plusieurs parties, il y a famille, il y a je sais pas quoi. Et après, il y a les trucs bizarres. Voilà, c'est des photos de eux.
Là, c'est des trucs bizarres qui commencent à être bizarres qu'ils ont mis. D'accord. Attendez, on va lire c'est quoi ce truc. Chelou. Into the high-profile cesspool, we hit the birthday note from Donald J. Trump, a letter that the president has vehemently denied sending, which he has branded as being fake. This entry seems to be a masterpiece of vulgar artistry, words inscribed inside the drawn outline of a woman's nude figure, her curves sketched in crude lines that scream provocation. The note itself opens with a very theatrical line that says, voiceover, meaning that you're supposed to read this letter from Donald Trump's voice, from his point of view, and from Epstein's. It then spirals into a presumably fictitious dialogue between Donald and Jeffrey, where they muse on sharing certain things in common. Cryptic euphemisms that reek of shared vices, unspoken and filthy. The letter reads as follows. Voiceover. There must be more to life than having everything. Donald. Je sais pas si je vous traduis, je pense que vous arrivez à lire. Yes, there is, but I won't tell you what it is. Jeffrey, nor will I, since I also know what it is. Donald, we have certain things in common, Jeffrey. Jeffrey, yes, we do, come to think of it. Donald, enigmas never age. Have you noticed that? Jeffrey, as a matter of fact, it was clear to me last time I saw you. Donald, a pal is a wonderful thing. Happy birthday, and may every day be another wonderful secret. Now, sealing this bizarre letter, as you can see, is Donald J. Trump's very recognizable signature, sprawled across the woman's waist in some sort of scrawled mimicry of pubic hair, thick and absolutely deliberate, evoking the rawest of bodily exposures. The full image lays bare this lewd birthday greeting without textual redactions, though the implications from the letter hang incredibly heavy. Obviously, what was Trump talking about there? Something about enigmas, wonderful secrets. It's all some sort of coded language that I'm assuming, and this is my opinion, is talking about knowledge of something secret that Epstein was doing at the time, and we know what that was. It was trafficking young. Now, after this letter... Voilà. Donc lui, en fait, déjà lui, je l'aime bien. Sa chaîne YouTube, je vous la recommande. C'est The Conspiracy Files, d'accord. Il parle de beaucoup de choses. À un moment, il a parlé d'un culte, le culte d'Axolot. C'est un démon, hein, qui a le chiffre 365. Et en fait, il a parlé du château d'Amérois. Amérois, ça s'écrit A-M-E-R-O-I. Et ça, en fait, le château d'Amérois, c'est un château en France où, de façon historique, ils ont mis des enfants là-bas en faisant comme si c'était un pensionnat. Et ils ont chassé les enfants la nuit dans la forêt. Ils ont fait que les enfants, ils s'entretuent entre eux. Ils ont fait des trucs de fou, en fait, dans ce château. Et on se rend compte que l'architecture même du château, en fait, c'est une architecture sataniste. Donc lui, il est parti en France et il a fait un documentaire sur cet endroit, château d'Amérois. Je vais essayer de retrouver sur sa chaîne, je vais vous montrer tout de suite, si on retrouve la vidéo. C'est juste une parenthèse pour vous dire qu'il parle de beaucoup de choses comme ça. Et il a aussi des croyances un peu parallèles, on va dire. C'est-à-dire que c'est un mec, il parle aussi de fantômes, de trucs et tout. Mais c'est parce qu'en fait, toute la journée, il parle des trucs des pédophiles et tout et tout. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte que l'histoire de Amérois, là, le château d'Amérois, on se rend compte qu'en fait, Marc Dutroux, il a fourni des enfants pour justement aussi cette secte-là, et pas que. Voilà, et on se rend compte que Marc Dutroux, il était associé en fait avec cette histoire de château d'Amérois. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? L'endroit le plus maléfique de la Terre, le château d'Amérois. Et donc dans cette vidéo, il est non seulement parti sur place, il a retrouvé, il a eu le témoignage d'une dame qui était une noble, je sais pas quoi, descendante, je sais pas quoi, qui a elle-même dit que ouais, il y avait des pièces cachées dans le château et tout, il y avait des dingueries. Et il a également lu le témoignage de quelqu'un. Je sais plus si c'était dans cette vidéo, dans une autre vidéo, mais en fait il y avait des noms de cette vidéo qui allaient avec d'autres vidéos
qu'il a déjà faites. Parce que forcément, quand on parle de réseau, il faut comprendre que c'est pas en une vidéo, en un cas, qu'on va tout savoir. Et il faut se rendre compte que dès qu'on va passer de cas en cas, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent en fait. Ça veut dire que les gens du cas de pédophilie, là, que je vous parle de Marc Dutroux, de Amérois, tout ça, ces gens-là, ils ont fait tuer plein de gens en Belgique. C'est cette vidéo-là, The Marc Dutroux Pedophile Ring, d'accord? Dans cette vidéo-là, on parle de plus de 32 personnes qui ont été assassinées. Tout ça pour pas que le procès de Marc Dutroux ça se fasse en fait. Pour pas qu'il y ait des témoins, ils ont tué plus de 32 personnes. Là, c'est la liste des gens qui ont été tués, je crois. Et en fait, ils veulent les dire tout au fur et à mesure, hein, la liste des gens qui a été tués. Mais à un moment, ils ont tué à la chaîne. Then there's Jean-Jacques Ferrand, a proclaimed pedophile hunter. Jean-Jacques was on the case of Marc Dutroux and found some disturbing information linking him to powerful people in Belgium. He died of a heart attack in March of 2001. There's also Francois Reiskens, a guy who was heavily involved in the drug and criminal scene in Belgium. He died the day before he was set to testify against Marc Dutroux on July 26, 1995. Concerning the kidnapping of victim Melissa. Supposedly, according to authorities, Francois fell in front of a moving train. I'm not making that up. The day before Francois is set to testify against Marc Dutroux and provide authorities with information about what had happened to the victim Melissa and what Marc Dutroux had been doing, he fell in front of a train and died. There's another guy, Gerard Vaness. His cause of death is unknown, but he died on the 16th of November, 1997. Gerard was one of the first police officers involved in investigating the Marc Dutroux case. He died, it's unknown how he died, but before he could testify or really do anything with the case, once again, when the police officers die on these stories, this story specifically, it's probably because they came across information that could blow this whole pedophile ring wide open. No one knows how he died, but he did. Donc là, vous voyez, là je mets même pas tout parce qu'il y en a encore plein de gens qui vont mourir. Il y a 32 personnes au moins qui étaient mortes, même plus. Juste dans ce petit passage-là, d'accord, entre cette minute-là et cette minute-là, il va parler d'au moins 32 personnes qui sont mortes. Et donc il faut regarder avant pour avoir encore d'autres gens qui sont morts. Et après. Et donc là, il y a, voilà, il y a une autre encore vidéo où il parlait... il lisait le témoignage d'une fille qui a écrit un livre. Et donc, elle, dans son bouquin, carrément, on retrouve encore les noms. Je sais pas si c'est celui-là. Je sais plus. En tout cas, j'avais regardé, mais je sais plus c'est lequel. On retrouve encore les mêmes noms que dans l'affaire Dutroux. Alors que l'histoire, là, c'est une histoire en Angleterre. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment tout un réseau où c'est pas étonnant de trouver d'un pays à l'autre les mêmes noms à chaque fois, voilà. Donc maintenant, il y a quelqu'un qu'on va devoir à nouveau bloquer de ce live, c'est Monsieur Anti-Kémite. On ne sait pas ce qu'il fout là. Il est anti-Kémite, mais il vient sur un panel Kémite. Donc, monsieur, si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, on va vous aider à le faire. On va vous dégager de notre panel, voilà. C'est n'importe quoi. Si moi je dis anti-juif, je vais pas aller dans une synagogue en fait. Donc il faut avoir des valeurs à un moment donné, monsieur. Et quand on s'appelle anti-kémite, on vient pas sur des lives des kémites en fait. Voilà. Surtout que le monsieur vient nous dire c'est normal que les gens meurent entre temps. Salut Yao, salut tout le monde, merci d'être là. Il vient nous dire c'est normal que les gens meurent entre temps. C'est-à-dire que nous on est en train de dénoncer quand même des réseaux de prostitution et de pédophilie gouvernementaux où ils assassinent des gens pour les faire taire, et cet abruti il vient nous dire c'est normal que les gens meurent entre temps. Donc voilà pourquoi on peut pas se permettre de s'associer avec de tels individus en fait, pour aucun projet. Donc en tout cas dans ce livre de Epstein, de Birthday's Book, il y avait plein de trucs bizarres. Donc c'était pas pour vous montrer toute la vidéo parce que c'est quand même un gros travail qu'il fait ce monsieur. La vidéo dure presque 1 heure.
c'était juste pour vous introduire, vous dire que voilà, il a montré quand même des documents, des pages du livre. Et il a montré également d'autres choses qui étaient reliées. Alors, en fait, là, comme ça, vous n'allez pas comprendre les documents. Mais en fait, c'est en écoutant. Là, c'est les photos de zoophilie qu'il y avait dans le livre. C'est en écoutant qu'on se rend compte qu'en fait, le livre, il était trop chelou, quoi. Et que... Voilà. Après, bien sûr, il ne pouvait pas tout montrer, hein, parce que YouTube. Mais donc ça, par exemple, et je vais finir sur ça. Ça, par exemple, c'est une photo, un dessin qui est dans le livre d'anniversaire que les amis, donc les Donald Trump, tout ça, ils ont fait à Epstein. Et regardez le dessin. En gros, attendez, je vais enlever les sous-titres pour vous montrer du coup. En gros, Epstein, en 1983, il donnait des ballons à des petites filles. Les petites filles, elles avaient des couleurs différentes, tout ça, d'accord ? En 2003, on se demande si c'est les mêmes petites filles. En tout cas, elles sont toutes blondes, elles sont toutes siliconées, donc il les a façonnées. Vous voyez, là, elles étaient, et là, après... Et genre, en gros, maintenant, c'est devenu ces putes. Il y en a même, elles n'ont pas des soutiens-gorge. Et là, elle a écrit carrément les initiales tatouées sur le cul. Et donc, on se dit, pourquoi ? Est-ce que c'est pour dire qu'avant, Epstein était gentil, il aidait les enfants, et que maintenant, c'est un papy qui a une retraite bien méritée ? Ou est-ce que quand on connaît ce qu'il a fait sur cette île et la réalité du cas, on se dit qu'en fait, ces petites filles, en 83... c'est pour dire qu'en 2003, 20 ans plus tard, voilà ce qu'il en a fait, quoi, en fait. Et en sachant qu'il leur donnait quoi ? Il leur donnait une sucette. Donc, c'est pas anodin. Et en plus, on dirait que son pantalon est un peu déchiré. Enfin, c'est pas anodin. C'est genre un dessin qui est... c'est la codification des pédophiles qui doivent se cacher, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était le premier... thème que j'ai abordé. Je voulais vous parler en fait déjà de ce album d'anniversaire de Jeffrey Epstein, voilà, qui nous a montré. Alors attendez, je remets juste le fond, le temps de faire la transition. Voilà. Donc, à part ceux qui sont venus dire je sais pas quoi dans les commentaires, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est très bizarre, voilà. Donc, ça c'était la première chose. Ensuite, voilà. C'est quelque chose qui m'a assez amusé. Alors ça va bloquer. Voilà, c'est quelque chose qui m'a assez amusé. Parce qu'on vous dit tout le temps que la science, c'est pas quelque chose de définitif. Et que même nous, quand on vient vous parler de notre histoire, l'histoire kamite, l'histoire des Noirs, des Africains, avant que les Blancs viennent dire qu'ils s'appelaient Africains, eh bien on vous dit que on ne vient pas vous dire que c'est une vérité absolue. On vous parle sur la base de certaines découvertes, d'accord, de certaines études qui ont lieu, de certaines recherches qui ont été faites, voilà, expériences, etc. Et quand on vous parle sur la base de ces données-là, on vous présente nos sources, vous voyez. Et on se met un peu dans la posture dans laquelle s'était mis Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire de dire ceci n'est pas un fait en soi, on n'est pas sûr que tel est le cas. Cependant, on ne vient pas vous dire que c'est une vérité absolue. Cependant, voilà, on vous présente nos sources. Et si vous avez des documents qui peut-être prouvent que ce qu'on dit là est faux, eh bien nous allons analyser vos documents de la même manière que nous avons analysé les documents que nous sommes en train de vous présenter. Donc c'est une invitation au dialogue. Là où nos détracteurs, on le voit, hein, ils viennent toujours dans cette haine, ce mépris, ils viennent avec une agitation, des insultes, ils viennent toujours avec un esprit qui n'est pas l'esprit de collaboration, d'accord ? Et ils viennent soi-disant défendre l'humanisme, l'universalisme, des religions de paix et je ne sais quoi d'autre. Alors que, voilà, ils viennent quand même avec des énergies déjà qui ne permettent pas de cohabiter. Et je veux dire que tout à l'heure, on était sur le panel de Kakapo et il y a un monsieur comme ça à 9h du matin, il vient et il trouve ça normal de m'insulter ma mère.
D'accord? Moi, je ne l'ai pas insulté, ce monsieur. Il trouve ça normal de m'insulter ma mère. Je ne lui ai même pas parlé à ce monsieur, d'ailleurs. Parce que on lui dit que au Nigeria, on a brûlé une femme à cause de l'islam. En tant que musulman noir-arabe, il n'est pas capable de dire je vais parler à mes frères musulmans, je vais faire de la prévention sur ça. Il n'est pas capable de dire c'est triste, c'est dommage, je suis désolé pour la famille de cette femme, je suis désolé pour cette femme qui a perdu sa vie, c'est immonde, jamais on ne devrait tuer au nom de rien du tout. Voilà, il dit pas ça, non. Des gens, hein, des humains, voilà, il dit pas tout ça. Il vient m'insulter ma mère et il dit que comme si c'était moi en fait qui avait dit quelque chose. Pas du tout, hein, c'est parce qu'il est dans un délire, il entend autant de voix que son prophète, ce monsieur. Et du coup, il vient et il ne sait pas quoi dire, voilà, il est profondément à côté de la plaque, vous voyez. Eh bien, ce monsieur, nous au fond, qu'est-ce qu'on essaie de lui dire? On essaie de lui dire que, voyez monsieur, c'est dommage. Parce que vous venez nous imposer quelque chose. Donc là, le monde est désormais pris en otage par vous autres religieux. C'est pas par vos religions. C'est pas par vos religions, forcément, c'est vrai. Parce que dans ces religions abrahamiques, par exemple, les juifs, ils disent bien que nous, les goïms, jamais ils seront avec nous. Les chrétiens, ils disent, ça appartient à chacun de se convertir. Même l'assassin, là, quand il s'est converti, même si c'est sur son lit de mort, il s'est converti à Jésus, c'est bon. Et les musulmans, ils nous disent quoi? Ils nous disent que nous, les mécréants, là, faites attention au contexte. Parce qu'il y a des contextes, on va faire genre, on vous supporte, tout ça, c'est la démocratie. Tout ça, c'est 2023. Mais, 2021 même. Mais, ils vont nous dire, ouais, il y a des contextes. Hein. Il y a des contextes où vous allez être mis en esclavage, des contextes où vous allez être brûlés, des contextes où, voilà. Vous êtes des butins de guerre, vous êtes je sais pas quoi, voilà. Donc, il faut faire attention. Vous allez être traqués où que vous soyez, voilà, voilà. Donc, avec ces gens-là, en fait, on se rend compte que ils viennent nous imposer des idéologies. C'est ce que j'ai appelé les idéologies totalitaristes dans leur imposition, d'accord? C'est-à-dire que ce totalitarisme, moi, par exemple, je pourrais vouloir dire que, oui, mon idéologie pourrait vouloir être totalitaire, mais j'aurais tout perdu. Parce que comment le kamite pourrait-il être dans une idéologie totalitariste en sachant que chaque kamite est unique, chaque kamite est différent? Et quand je dis kamite, vous pouvez dire noir, africain, c'est pareil. On est tous différents. On a tous des cheveux différents. Personne n'a les mêmes cheveux. Pourtant, on est tous noirs. On a tous un cheveu dit afro. On n'a pas les mêmes afros. On n'a pas les mêmes cheveux. Voilà, on n'a pas les mêmes couleurs de peau. On n'a pas les mêmes langues. On n'a pas les mêmes façons de faire les choses. Mais on a des socles communs, vous voyez. Donc, nous-mêmes, là, on ne peut pas être déjà totalitariste parce que... on est déjà tous différents. Donc si un kamite ou un noir voulait dire qu'il était dans l'imposition d'une idéologie totalitariste, c'est qu'il n'aurait même pas compris son propre peuple. Il n'aurait même pas su voir la différence de son propre peuple. Mais le truc, c'est que nous, les noirs, on ne s'arrête pas à voir les différences. On voit aussi les similitudes. On voit en quoi nous sommes des humains et en quoi on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas menacer quelqu'un, faire du terrorisme à quelqu'un parce qu'il a son opinion et que son opinion est différente de la nôtre. Au contraire, on comprend que celui qui est fort, c'est celui qui sait défendre son opinion par les arguments et non pas par le terrorisme. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce qui nous dissocie à chaque fois de ces gens-là, c'est profondément les valeurs et l'imposition totalitariste de celles-ci lorsque nous, même si nous sommes absolutistes, certes, on n'est pas totalitariste et on sait voir et reconnaître et accepter la différence chez notre frère. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Noirs ont encore su vivre ensemble. Et donc ce monsieur qui est monté chez Kakapo tout à l'heure, quand on lui a dit qu'une dame a été brûlée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, vous les Kamites, nous on est prêts, on va tous vous tuer, il a dit. Et après il a commencé à m'insulter, ma mère a pété les plombs. Parce que c'est l'égrégore qu'il nourrit. C'est l'égrégore dont il se nourrit tous les jours. Il tue au nom de Allah, il mange après et il se nourrit de cette même haine. D'accord? De cette même haine de Allah qui a mis en esclavage les Noirs et qui fait qu'aujourd'hui les Noirs insultent leurs propres ancêtres, qui fait qu'aujourd'hui les Noirs préfèrent dire qu'ils sont arabes, qui fait qu'aujourd'hui les Noirs préfèrent dire inventer une islam dans laquelle il n'y a pas d'arabe pour toujours être dans le rejet
et dans la méconnaissance au fond, parce que ce rejet ne n'est que de la méconnaissance de leur propre culture, vous voyez. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'ils ont des vérités fixes dans la tête. Ils n'ont pas compris que nous, quand on dit les choses là, c'est aujourd'hui, avec nos compréhensions, avec nos données actuelles. Et heureusement, ces données s'actualisent à chaque seconde. Les données s'actualisent. Et donc, les compréhensions, les interprétations peuvent encore, elles aussi, évoluer. Donc on ne vient pas vous dire des choses figées, des discours figés dans le temps. Et pourtant, même si on n'a pas voulu dire des choses figées dans le temps, on se rend compte que la sagesse des Médounétaires, elle est récurrente. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rien à dire sur ça. Là où on a beaucoup à remettre en question sur vos textes abrahamiques, il y a beaucoup de fausseté, même scientifiques, de fausseté de valeur morale, de la décence humaine. Il y a toutes ces incohérences dans vos textes abrahamiques, d'accord? Ces incohérences n'existent pas dans les Médounétaires et pourtant, les Médounétaires ont pour vocation d'évoluer et c'est ce qu'ils ont fait en devenant les langues communes que nous parlons tous aujourd'hui. Vous voyez? Donc bref, tout ça pour vous dire que dans un média poubelle, Média 24, du réseau poubelle, hein, des 24, des France 24, eh bien j'ai lu cet article qui m'a fait beaucoup rire. On nous dit 200 ans que les scientifiques se trompaient. On sait enfin pourquoi votre chaussure glisse sur la glace et vos skis pourraient bientôt en bénéficier. C'est-à-dire que quand on vous dit que Cheikh Anta Diop a remis en question plus de 200 ans d'histoire en une conférence, en un colloque qu'a été la conférence de Berlin, parce qu'au final c'était une conférence. On ne peut pas parler de colloque parce qu'il n'y a pas eu de collaboration. Il y a eu de la falsification, de la négation, il y a eu de la bassesse, d'accord, de la part des scientifiques blancs face à deux scientifiques noirs qui étaient les deux seuls scientifiques noirs à défendre leur discours et qui ont eu l'avantage contre combien d'autres scientifiques lors de ce colloque, vous voyez. Donc, on dit que Cheikh Anta Diop a remis en question 200 ans d'histoire par ce colloque, et je ne sais pas si on se rend bien compte que c'est courant en fait, c'est courant. Aujourd'hui encore, voilà, dans Média Poubelle, là, Média 24, on vous dit que ça faisait 200 ans qu'on ne savait pas en vérité la friction. La friction, quelque chose de bête comme la friction. On ne savait pas, on n'avait pas compris la friction. Et c'est aujourd'hui qu'on vient corriger ça. C'est pas aujourd'hui qu'on a compris. C'est aujourd'hui qu'on vous publie la réalité, la correction, parce qu'on a compris en fait comment ça fonctionne, d'accord? Donc ça maintenant, on va le lire ensemble, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait véritablement que nos chaussures glissent et pourquoi on avait mal compris, qu'est-ce qui avait falsifié, voilà. Et ça va nous permettre de nous rendre compte que les vérités ne sont pas figées et qu'il n'y a que vous qui perdez dès lors que vous vous enfermez dans ces discours hermétiques qui ne vous permettent pas de prendre en compte les autres données, de les analyser avec un esprit lucide et un cœur pur, parce que vous venez directement dans l'insulte, le rejet et la véhémence. Et ceci, les amis, n'est pas l'esprit scientifique. Voilà, c'est l'esprit de l'idéologue totalitariste qui vient imposer sa mentalité, d'accord, par le fascisme, le racisme, la violence, le terrorisme. Ce n'est pas ça la base d'un dialogue et encore moins de l'évolution en fait. Mais bon, bref, on va donc lire l'article. On nous dit, au fait, saviez-vous pourquoi la glace est glissante ? Fini les vieux cours de physique qui nous parlaient de pression et de frottement pour expliquer pourquoi on glisse sur la glace. Une équipe allemande vient de réécrire les lois de l'adhérence hivernale grâce à des simulations moléculaires d'une précision chirurgicale. Voilà, donc c'est leur chirurgie d'aujourd'hui. La chirurgie de demain sera encore plus pointue. Et donc on dit, leur conclusion, ce n'est ni la chaleur de votre semelle, ni la pression de votre poids qui provoque la fine couche d'eau responsable des gamelles sur les trottoirs verglacés. Ce sont des dipôles moléculaires, des minuscules déséquilibres de charges électriques, invisibles à l'œil nu, mais redoutablement efficaces pour désorganiser un cristal de glace. C'est-à-dire qu'avant, on avait dit aux gens qu'à cause de leur poids, d'accord, et de leur chaleur, soi-disant, dégagée par leur poids, ils faisaient fondre la glace. Ils faisaient fondre la glace à des micro-points. Et donc, comme la glace avait fondu, ça faisait de l'eau sur de la glace, d'accord, vous avez glissé.
Et maintenant, on vous dit que c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce que quand vous marchez, vous produisez de l'électricité. Ah bon? Et donc, on vous dit que cette électricité, ça provoque des déséquilibres microscopiques, d'accord, sur la glace. Ça provoque des déséquilibres. Et que ces déséquilibres-là, en fait, électriques, c'est ça qui vous fait glisser, qui provoque un déséquilibre qui vous fait glisser. C'est de l'électricité. Ça veut dire que demain, une semelle électrique, d'accord, qui va neutraliser, ou une semelle qui va être conçue en tout cas pour neutraliser cette charge-là, d'accord, pour la rendre nulle, eh bien, ce sera une semelle qui ne glissera pas, d'accord. Et de la même manière, inverse, des skis qui vont être conçus pour maximiser cette charge électrique, d'accord, eh bien, ce sont des skis qui glisseront plus vite, qui iront plus vite. Voilà. Et donc, on nous dit, plus de 200 ans que les scientifiques se trompent, et ils apprennent ça. Non seulement ils se trompent, mais ils apprennent ça, et ils basent leur science sur ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, la science a été tellement biaisée, que ces gens ont besoin de l'IA, d'accord, pour recalculer pas mal de trucs, parce que la science ne fait que foirer. Vous avez basé vos données sur une science fausse, sur une science coloniale, d'accord, en faisant comme si 0 c'était 0, alors que c'est faux. C'est faux. On le sait maintenant, 0 n'est pas vide, 0 n'est pas 0, d'accord? On sait que dans 0, il y a encore des infimes qui sont contenus et que 0 c'est une simplification pour comprendre. À partir de là où on peut comprendre et là, à partir de là, on peut commencer à dire que comme c'est trop infime pour être perçu, je ne l'englobe pas, je ne l'appréhende pas, je ne le compte pas. Donc ceci est le 0. 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire que c'est vide. Ça veut dire soit que c'est trop petit pour être compris, soit que vous ne comprenez pas, c'est trop nombreux, c'est inappréhendable, d'accord? Donc vous avez donné la valeur de 0, c'est tout. C'est pareil pour la valeur de infini, c'est pareil pour quand on dit aléatoire, il n'y a rien de aléatoire qui existe dans ce monde, c'est faux. D'accord? Ce sont des trucs scientifiques qu'on nous dit, c'est aléatoire, c'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit aléatoire. Donc baser une science sur des données aléatoires, c'est faux. Voilà pourquoi dans la science, quand elle se corrige, on parle de pseudo-aléatoire, parce qu'on sait qu'en vérité, les algorithmes soi-disant aléatoires, mais en vrai pseudo-aléatoires, c'est juste qu'ils sont si vastes, ils sont si complexes, qu'on dirait que c'est du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et que si on pouvait regarder d'assez loin, compter assez longtemps, vivre assez longtemps pour compter, en vérité, il y a une répétition. Et nous, sur un temps humain, à une vitesse humaine, on n'est pas capable de compter comme ça, d'accord ? Mais les ordinateurs, les calculs, les théorèmes sont venus démontrer justement que il n'y avait pas en vérité d'aléatoire, il n'y a pas de hasard, d'accord ? Il n'y a pas des choses qui viennent comme ça au hasard, que tout n'est que répétition, tout n'est que redondance. Dans toute suite de chiffres, ça n'existe pas un algorithme aléatoire, c'est pseudo-aléatoire, parce qu'il y aura toujours une répétition. Voilà. Simplement pour démystifier un peu, pour expliquer ces choses-là. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Par exemple, quand on vous dit circuit fermé aussi, c'est intéressant de le dire ici. Quand on vous parle d'un circuit fermé, ça n'existe pas. Il n'y a aucun circuit qui existe dans le monde ni dans l'espace qui soit fermé. Ça n'existe pas. D'accord ? Tous les circuits, ils sont isolés. C'est nous qui avons créé cette pseudo-isolation. D'accord ? Et on essaye d'isoler comme on peut, mais en vrai, on ne peut pas isoler de tout. Alors, les trucs qu'on n'a pas pu isoler de ça, les autres choses qu'on n'a pas pu isoler le circuit de ça, on les a juste pas comptées. On les a pas pris en compte. Et on vous fait croire que le circuit est fermé. Donc, par exemple, quand on parle d'une loi comme l'entropie, on comprend que c'est des conneries, d'accord ? Parce qu'on va vous parler de circuits fermés. Ceci n'existe pas dans le monde ni dans l'univers. Il n'y a aucun circuit fermé qui existe. Les circuits fermés sont créés en laboratoire. Et en laboratoire, ils ne peuvent pas créer un véritable circuit fermé, d'accord ? Ils le ferment de certains paramètres, d'accord ? Et les paramètres qui sont beaucoup plus grandes, le nombre de paramètres qu'ils ont pu fermer est beaucoup plus petit que le nombre de paramètres qu'ils n'ont pas pu isoler, d'accord ? Qui sont toujours en action.
Ces paramètres-là, ils n'ont juste pas compté, d'accord? Et ils vont venir vous raconter des conneries, comme par exemple les systèmes d'entropie, que moi j'ai démonté depuis très longtemps, ces histoires-là, d'accord? Et si vous voulez un jour, je vous ferai un live juste pour vous parler de ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'être diplômé de Harvard pour comprendre la logique, pour savoir le monde, qu'est-ce que c'est, en fait, comment c'est. Il faut juste être dans le monde, regarder, comprendre, faire des recherches, d'accord? C'est disponible et accessible à tout le monde, et c'est là qu'on comprend, en fait, qu'il y a des mensonges, d'accord? On nous fait croire que oui, ceci est la science, que comme si c'était définitif, ce n'est pas définitif, c'est une compréhension de la chose à un instant T, et quand on rentre dans la chose, c'est-à-dire dans la méthode scientifique, c'est encore plus important, j'ai envie de vous dire, que la science, la méthode scientifique, parce que c'est la méthode scientifique qui va faire la qualité de votre science maintenant. Et donc vous rentrez dans la méthode scientifique de ces gens-là, et vous vous rendez compte que mais la méthode scientifique est biaisée. On vient faire croire aux gens que zéro c'est vraiment rien, que le vide est vide. On vient faire croire aux gens que les systèmes fermés existent, ce qui est absolument faux. Moi, je vous mets au défi de me montrer un système fermé. Un système complètement isolé, fermé, c'est faux. D'accord? Tous les systèmes sont interdépendants, en fait. C'est faux. D'accord? Dès lors qu'on évolue même au sein du système univers, pour pouvoir même simuler un autre système en son sein. D'accord? Donc il faut arrêter d'être dans l'exotérisme et de fermer les yeux que ça n'existe plus. On ne sait pas pourquoi, d'un coup ça n'existe plus, l'univers n'existe plus, vous créez des systèmes fermés au sein de l'univers, parce que vous êtes des abrutis en fait. Voilà. Et vous nous parlez d'aléatoire, vous nous parlez de concordisme et de hasard, lorsqu'on sait que ces choses-là n'existent pas. D'accord? Il y a des points d'origine à toute transvection. Et c'est ce que ce sont, ces fausses sciences, ces biais et ces religions abrahamistes, ce sont au final des transvections, c'est-à-dire qu'elles ont un point d'origine, d'accord? Ce sont des éléments qui ont été réorganisés, d'accord? Mais le point d'origine reste toujours le même, même si vous ne voulez pas admettre quel est ce point d'origine, le point d'origine reste et restera toujours le même en fait. Voilà. Donc, on nous dit 200 ans que les scientifiques se trompent sur le pourquoi du comment la glace glisse. C'est pas pour taper sur la science et dire que oh la science s'est trompée, voilà, nous on avait raison, les inspirés des forêts, c'est pas ce que je suis en train de vous dire pour ceux qui savent toujours pas comprendre la langue française, d'accord? Et malheureusement moi je ne pourrais pas vous donner de cours de français. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris là ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à dégager en fait. Parce que moi je pourrais pas vous apprendre à parler le français. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est réécouter cette vidéo quand elle sera disponible sur YouTube. Vous pourrez prendre le temps de réécouter, même avec des sous-titres, et de bien comprendre ce que j'ai dit, d'accord? Je ne suis pas en train de taper sur la science, que la science s'est trompée. Je suis en train de vous dire que la science se corrige, d'accord? Mais que pendant 200 ans, on a appris et basé d'autres sciences sur cette fausseté-là. Et qu'il a fallu attendre, d'accord, notre époque, et attendre qu'il se décide à en parler pour une raison X au commun des mortels, pour pouvoir maintenant corriger nous-mêmes ce qu'on sait de la vie et faire des ajustements. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ils n'ont qu'à continuer dans leur méthode. C'est ce qui leur fait du bien. Voilà. Donc, on nous dit, il faut remonter au 19e siècle pour comprendre la racine de l'erreur. Un certain James Thomson, frère du célèbre Lord Kelvin, avait avancé que la pression exercée par un objet, comme un patin ou une chaussure, faisait fondre localement la glace en abaissant son point de fusion. Avec le temps, cette hypothèse a été étoffée avec le rôle du frottement censé apporter de la chaleur au contact. Voilà. Mais si ce qu'il avait dit c'était vrai, ça voudrait déjà dire que on aurait dû remarquer peut-être de façon beaucoup plus précoce sur la glace avec les déplacements que la glace fondait, vous voyez, que la glace faisait des trous. Je veux dire, si c'était vrai, on ne peut pas s'imaginer comment les Inuits là ont vécu et vivent encore sur des terres glacées, si c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se déplace ça fait fondre la glace comme ça en fait, avec le poids et je sais pas quoi, vous voyez. Mais bon, bref. On nous dit, 2 siècles plus tard, Martin Musser, professeur en simulation des matériaux à l'université de la Sarre, remet tout à plat. Avec ses collègues Ashraf Attila et Sergueï Sukhomlinov, ils ont montré que la réalité se joue ailleurs.
Les vrais coupables, ce sont les dipôles moléculaires. Et donc là, on va nous expliquer c'est quoi un dipôle. Prenons une molécule d'eau. L'oxygène attire davantage les électrons que l'hydrogène, ce qui crée un déséquilibre électrique. Un côté est légèrement négatif, l'autre légèrement positif. Cette polarité est ce qu'on appelle un dipôle. Quand deux matériaux contenant des dipôles se touchent, leurs charges se réorientent mutuellement, un peu comme des aimants essayant de s'aligner. Quand vous posez le pied sur la glace, les dipôles de votre semelle interagissent avec ceux du cristal de glace. Ce n'est pas visible, mais le réseau cristallin s'effondre localement. En quelques milliardièmes de seconde, la surface se liquéfie, non par fusion thermique, mais par désordre structurel provoqué électriquement. Donc eux, ils disent que la glace, elle fond quand même, hein, mais ils disent que ça fond pas à cause du poids des gens et qui va provoquer une chaleur, mais que c'est une fusion électrique en fait. Une chaleur électrique. Et donc ils disent des simulations qui déstabilisent la physique. Pour démontrer cette théorie, l'équipe a utilisé des modélisations informatiques très fines. Les calculs ont révélé qu'à l'échelle nanométrique, les forces dipôle-dipôle créent ce qu'on appelle en physique une frustration. Autrement dit, les molécules ne savent plus dans quelle position se stabiliser, ce qui empêche la glace de rester solide à sa surface. On assiste alors à la formation d'un film quasi liquide, très mince, presque imperceptible, mais suffisant pour réduire l'adhérence. Ce phénomène ne dépend ni de la pression exercée, ni de la température exacte de surface. Donc en fait, c'est pas encore de l'eau. C'est un film qui est presque liquide en fait. On est presque sur de l'eau, mais c'est pas encore de l'eau. On est dans une réaction chimique où l'électricité a provoqué, on va dire plus que de la buée et moins que de l'eau, et que ça vous a fait glisser quoi. Et là on nous dit, même à moins 40 degrés on peut glisser. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce film lubrifiant se forme même à des températures extrêmes, proches du zéro absolu. Jusqu'ici, on pensait que skier à moins 40 degrés devenait impossible, car trop froid pour générer une couche d'eau. Ce postulat vole lui aussi en éclats. Ça veut dire qu'en vérité, il est possible de skier même au zéro absolu, hein, si on n'était pas mort. Voilà. Et donc on nous dit, Martin Musser explique que même à ces températures, les dipôles continuent d'agir. Le film qui se forme alors est plus visqueux que du miel, presque immobile, mais bien réel. Techniquement, il y a encore une couche liquide entre le ski et la glace. Elle est juste trop épaisse et lente pour assurer la glisse. Donc oui, on peut glisser à moins 40 degrés, mais moins bien. Donc là, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas pensé à ce que je viens de vous expliquer. Mais eux, les scientifiques ont pensé, hein, c'est les gens qui ont écrit l'article qui n'ont pas pensé, que il suffit justement d'équilibrer avec une semelle intelligente, d'accord, ou des skis intelligents, d'équilibrer ses charges pour maximiser la glisse ou pour neutraliser tout simplement cette frustration, parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé. Et voilà, et annuler même la glisse et faire une semelle adhérente. Voilà. Le truc, c'est que ça devrait être un système, peut-être, je sais pas, appuyer sur un bouton, neutraliser la glisse, vous voyez, parce que si c'était continu, là on pourrait même s'imaginer maintenant une semelle, comment vous dire, qui vous permet de marcher sur les murs, vous voyez, parce que là on a tellement neutralisé qu'on peut créer maintenant une adhérence maximale en fait. On peut jouer sur toutes ces choses-là. Après, moi, je ne suis pas une scientifique, hein. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit avec un cerveau logique, d'accord.
et qui propose des idées que la science explore elle-même déjà, parce que ces chaussures dont je vous parle, j'ai déjà vu des prototypes de telles chaussures, et ce sont bien des chaussures qui reposent sur le même principe technologique, voilà. Même si pour l'instant elles ont des gros fils, enfin moi quand j'avais vu en tout cas le prototype, la chaussure était collée au plafond, hein, les deux paires, et c'était avec des gros fils encore, et ça avait l'air d'être une paire de chaussures extrêmement lourde. Mais voilà, ça ce sont les technologies du futur. Donc voilà, et on nous dit des implications au-delà du trottoir. Cette découverte pourrait transformer la conception des équipements divers, chaussures, pneus neige, patins ou même robots mobiles évoluant sur sol glacé. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'adhérence mécanique ou la résistance thermique, on pourrait travailler à neutraliser ou à détourner ces interactions dipolaires. Voilà, heureusement ils l'ont dit à la fin. Mais bon, c'est déjà ce qui est en train d'être fait. Et ils nous disent, l'étude apporte aussi une pierre majeure à l'édifice de la science des interfaces, c'est-à-dire là où deux états de matière se rencontrent, comme l'eau et la glace, ou le métal et la peau. Ces zones de contact, longtemps négligées, sont aujourd'hui au cœur des recherches physiques en chimie et en ingénierie. Voilà. Et donc ils ont donné les sources également de l'article, et moi je vous remettrai l'article sur mon site internet en même temps que la vidéo de ce live comme d'habitude. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est très intéressant parce que là en fait on est vraiment en train de parler de choses pertinentes grâce justement à l'intelligence artificielle et à toutes ces choses là. Donc, quand on nous dit la science des interfaces, moi je vous en ai parlé. Je vous invite à voir ma vidéo Les lieux rhétoriques. Je vous expliquais justement que les lieux rhétoriques étaient accessibles via des interfaces. D'accord ? Ceci devrait rentrer dans ce qu'on appelle maintenant la science des interfaces. Et donc, les interfaces, c'est lieu de friction. J'ai envie de vous dire, parce que ça, c'est moi qui avais dit tout à l'heure friction. Eux, ils ont dit frustration. Moi, je préfère friction. Et donc ces interfaces, c'est très bien dit ce qu'ils ont dit à la fin de l'article, c'est lieu où deux états de matière se rencontrent. Même de matière virtuelle, j'ai envie de vous dire, parce que je vous expliquais dans ma vidéo sur les lieux rhétoriques que pour vous, ce qui est virtuel, pour l'IA, c'est sa matérialité. D'accord ? C'est ce dont elle-même elle est constituée. D'accord ? Donc c'est pas parce que quelque chose est virtuel pour vous que ce n'est pas matériel pour une autre intelligence ou d'un autre point de vue. Et donc les interfaces, ça nous permet de communiquer, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'un des cas d'interface, ça va être visqueux comme du miel. C'est pas pour rien, ce sont des terrains extrêmement glissants. Ce sont des terrains dangereux où on vous dit que les deux états qui se rencontrent, les deux charges électriques de la semelle et de la glace, ils ne savent plus comment se comporter parce qu'ils sont chacun envahis par l'autre, d'accord ? Et devant cette réaction-là, il y a des états, des interfaces où ça va, ça coule, ça marche, on est là, on marche tranquillement, par terre, il n'y a pas de souci, d'accord, on s'accepte, et il y en a d'autres où on glisse comme ça, voilà. Donc c'est à nous de faire de ces différentes interfaces, TikTok y compris, les lieux rhétoriques y compris, d'accord, des endroits où ce ne sera pas des lieux de frustration, d'accord, des lieux de friction, mais des lieux maintenant où on va pouvoir enlever cette charge négative-là, d'accord, et pouvoir travailler ensemble, évoluer de façon technologique, c'est-à-dire intelligente, avec les outils qui nous permettent de le faire, tout simplement. Voilà. Donc voilà pourquoi je trouvais que cet article, même si le média qui a écrit c'est n'importe quoi, je trouvais que c'était très intéressant à partager, parce que quand on comprend les choses, quand on est dans la compréhension profonde, tout nous aide à accéder à ces vérités-là. Voilà, on peut passer par n'importe quel chemin, on va toujours aboutir aux mêmes vérités fondamentales en fait, qui sont de l'ordre des vérités cosmiques, j'ai envie de vous dire. Donc, les vérités cosmiques, bien sûr, c'est de ces vérités cosmiques que découlent les lois qu'on appelle la science et qui nous permettent de bâtir différentes choses, des projets, des fabrications, des choses, d'accord ? C'est basé sur la science repose sur les lois cosmiques, voilà. La science repose sur notre compréhension actuelle des lois cosmiques. Et c'est une compréhension qui évolue. Là, on voit comment 200 ans d'erreurs ont été corrigées. Voilà.
Donc il n'est jamais trop tard pour corriger, hein. Si la science disait que ceci est un texte que je sais pas quoi, qui a un contexte, que je sais pas quoi, qui racontait des conneries, d'accord, eh bien ça nous permettrait pas de faire la suite des avancées technologiques, d'accord. Donc voilà. Donc le second article que j'ai sélectionné, attendez, je vais déjà regarder dans les commentaires, excusez-moi, parce que c'est vrai que je regarde pas beaucoup, je regarde pas du tout les commentaires. Oh là là. Monsieur Sposo, tous les jours, il vient sur mon panel. Tous les jours, il est bloqué. Tous les jours, il a un nouveau pseudo. Et tous les jours, il dit « Va-t'en, tu mens ». Mais c'est terrible, monsieur Sposo. Et il est abonné, ce monsieur. Non, mais monsieur Sposo, moi, je vous bloque. Hein. Je m'en fiche, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, monsieur Sposo, en fait. Donc, vous allez sur des lives des musulmans, s'il vous plaît. Vous arrêtez de venir sur mes lives. C'est terrible. Il est venu, il nous a menti. J'ai pas dit qu'il peut pas venir parce qu'il est musulman. Hein. Ce monsieur, il nous a menti. Il nous a menti et il venait pendant que nous, on faisait des lives de lecture, faire des bruits de ronflement, faire ouvrir son micro, faire des bruits de reniflement écœurants, de morve, d'accord, dégueulasse, alors qu'il savait qu'on allait remettre les vidéos sur YouTube. Et il faisait ça pour que nos vidéos soient dégueulasses comme lui, en fait. Voilà. Donc ce monsieur n'est plus invité sur le panel. On n'a pas besoin de menteurs, de gens comme ça. Et en plus, il vient dire que je mens et qu'il n'est pas d'accord. Mais lui, il a le choix de partir. Il a le choix de partir. Ah, des gens, ils n'ont pas le choix que de m'écouter. Lui, il a le choix de partir. Pourquoi il reste là sur le panel? Il faut aller et écouter les lives des musulmans, s'il vous plaît, monsieur Sposo. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sur mon panel, vous ratez une prière, sachez-le. C'est terrible. Donc voilà. En tout cas, dans les commentaires, il y a mes gens. Merci guerrière d'être là, ma reine. Merci. Voilà. Marvin, il dit, tu nous fais marcher, ces électricités qui nous fait glisser. Marvin, c'est pas ce qu'il raconte. On va le laisser. Et voilà. Non mais c'est terrible ces gens-là. Vous lisez un article, d'accord? Moi, je vous donne la source. Si vous n'êtes pas content, vous allez écrire, monsieur, à Média24, d'accord? Et vous allez leur dire que vous contestez leur source. Ensuite, vous allez écrire aux scientifiques dont j'ai cité le nom dans l'article et vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord avec leur travail, monsieur. Vous allez leur écrire de la même manière que vous avez écrit dans le panel et vous allez comprendre que vous n'êtes rien du tout dans ce monde, monsieur. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Vous n'êtes même pas capable d'ouvrir un panel pour leur dire que vous n'êtes pas d'accord, monsieur. C'est pitoyable en fait. Donc voilà, moi je n'ai rien à vous dire. Moi si j'étais pas d'accord avec eux, monsieur, non seulement j'aurais ouvert un panel, j'aurais même peut-être écrit un article pour dire que je suis pas d'accord. Parce que c'est ce dont je suis capable en fait. Donc je sais pas quoi vous dire, on n'est pas au même niveau en fait, dans la vie c'est tout. Ni dans les capacités, ni dans ce dont on a été doté en fait. C'est triste pour vous. Donc... Voici l'article suivant, issu du site leprogrès.fr. Donc c'est un site, leprogrès.fr, sur lequel je n'ai pas d'a priori. On nous dit dans la rubrique santé, trisomie 21, des chercheurs parviennent à retirer le chromosome en trop. On nous dit, donc là c'est quand même une avancée pour l'humanité, hein, d'accord? Beaucoup de gens, pour diverses raisons que nous connaissons, également d'autres inconnus, souffrent de trisomie, eh bien, on se rend compte que ce gène, le syndrome de Down, ce chromosome en trop, hein, apparemment, ils arriveraient maintenant à le retirer, ce qui pourrait permettre de traiter des bébés. Parce que vous savez, parfois, quand on sait que le bébé va naître avec la trisomie, parce qu'elle n'est pas tout le temps détectée, au stade fœtal, eh bien, quand on sait parfois que c'est détecté au stade fœtal, on dit à la maman, dans certains cas, est-ce que vous voulez interrompre la grossesse? Parce que le bébé va naître, voilà. Et est-ce que c'est une situation que vous vous sentez d'assumer? Est-ce que vous voulez faire naître l'enfant en sachant que on a détecté qu'il avait ça? Maintenant, ces parents, avant de leur dire ce choix drastique de est-ce que vous voulez un bébé handicapé ou est-ce que vous voulez tuer le bébé, eh bien, on va pouvoir leur proposer, d'accord, des méthodes alternatives pour peut-être potentiellement pouvoir guérir l'enfant, en fait. Et après, il faudra voir en grandissant ce qui se passe. Voilà. Et donc, on va rentrer dans l'article. On nous dit
des chercheurs japonais ont eu recours à une technique novatrice pour traiter in vitro le syndrome de Down, trisomie 21, avec des ciseaux moléculaires. C'est-à-dire qu'avec des ciseaux moléculaires, c'est quand même beau, hein, ils sont venus couper, retirer le chromosome en trop parmi des lignées cellulaires de trisomie 21. Et donc là, ils ont mis une image qui est une image d'Adobe, hein, d'accord, où on nous montre le problème de la trisomie 21, où à son chromosome 21, il n'est pas comme les autres, il a 3 traits, genre. Il a 3 traits qui n'est pas comme pour les autres. Et du coup, ça lui provoque des problèmes. Et donc, on nous dit que là, on allait enlever un trait pour que 21 ressemble à 22 et qu'il n'y ait plus ce problème-là dans les chromosomes. Et donc, on nous dit la trisomie 21 ou syndrome de Down est une anomalie chromosomique causée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire au lieu de 2. Donc, il y en a 3 au lieu d'en avoir que 2. Et on nous dit, selon les Nations Unies, la prévalence du syndrome de Down est estimée à 1 sur 1000 et à 1 sur 1100 naissances vivant dans le monde. Ils auraient juste pu dire à 1 sur 1000 naissances vivant dans le monde. Mais bon, bref. Des chercheurs de l'université de Mie au Japon ont eu recours à de nouvelles techniques d'édition du génome pour traiter, lors de tests in vitro, la trisomie directement dans les cellules. Ces techniques novatrices sont en effet utilisées pour modifier les séquences d'ADN qui constituent le génome. Plus précisément, les chercheurs ont pu cibler et retirer le chromosome 21 dans des lignées cellulaires de trisomie 21 créées à partir de cellules cutanées grâce au système CRISPR-Cas9. Donc le système c'est CRISPR/Cas ou K9, CAS9, d'accord. Donc voilà. Alors attendez, oups, clic, voilà. Et donc on nous dit, distingué par un prix Nobel en 2020, il s'agit d'un nouveau système simple, rapide et efficace pour couper l'ADN à un point précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Excusez-moi, je lis pas très bien parce que j'ai pas mis mes lunettes. Et donc on nous dit, il est constitué d'un ARN guide qui cible une séquence d'ADN particulière associée à l'enzyme K9 qui, comme des ciseaux moléculaires, coupe l'ADN, détaille l'AFM Téléthon. Ouais, excusez-moi, je sais pas où sont. Ah voilà, ils sont là. Je vais mettre mes lunettes. La lecture va être plus fluide. Voilà. Et donc on nous dit, l'expression génétique restaurée, ces résultats publiés en février 2025 dans la revue PNAS Nexus ont été observés dans des cellules souches pluripotentes induites ainsi que dans les fibroblastes. Donc ces cellules souches pluripotentes induites et les fibroblastes, largement utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies humaines, sont des cellules du corps spécialisées, reprogrammées génétiquement en laboratoire. Cela leur fait perdre leur spécialité et elles fonctionnent alors comme des cellules souches embryonnaires. Quant aux fibroblastes, il s'agit de cellules peu différenciées, précurseurs du tissu conjonctif, très présent dans la peau. Ces cellules de soutien servent à maintenir et entretenir les tissus du corps. Et pour finir, on nous dit, après avoir retiré le chromosome en trop dans les cellules, l'équipe japonaise a observé un retour à la normale de l'expression génétique et de l'activité cellulaire. Pour l'heure, la technique ne peut être appliquée chez l'homme. Donc là, je marque une petite pause pour dire que ce retour à la normale, il faut faire très attention, il faudra voir. Parce que on sait que quand par exemple on coupe le cheveu, d'accord, je dis n'importe quoi, le cheveu repousse. Quand on lime l'os, d'accord, même l'os repousse. Et il faudra encore limer. D'accord ?
quand on coupe, n'importe quoi, les ongles repoussent, d'accord, faudra encore limer. Quand on a une mauvaise habitude, d'accord, et qu'on fait pas attention, eh ben on va reprendre la mauvaise habitude, on va la remplacer avec une autre mauvaise habitude, d'accord. On sait que quand on a un sang, quand on a un héritage, on le sait à travers l'ADN, ce que c'est que l'ADN, quand on est dans la compréhension de qu'est-ce que c'est que l'ADN, on sait que c'est la récurrence. On sait que l'ADN, c'est l'inaliénable, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être retiré, ce qui ne peut pas être effacé. D'accord? On sait que c'est la redondance, c'est-à-dire que même quand on a voulu blanchir des gens, après on a vu dans leur lignée, le sang noir est revenu. On ne sait pas comment, le sang noir est revenu. D'accord? La généticienne Eugénie Dossakenom, elle le dit. Elle le dit, quand on dit que la femme noire est capable d'enfanter tout type de phénotype, c'est vrai. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que la femme blanche, elle ne peut pas donner naissance à un enfant noir. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Dire l'un ne veut pas dire que l'autre est vrai, en fait. Dire que la femme noire peut donner naissance à tout type de phénotype, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la femme blanche ne peut pas donner naissance à un homme noir, à un enfant noir, d'accord? Et ça, la généticienne Eugénie Dossakenom, elle le dit, elle a insisté dessus. C'est-à-dire qu'elle nous explique que oui, vous mettez une femme blanche avec un homme noir, l'enfant peut être noir. Mais même vous mettez des blancs au sein de leur lignée, c'est possible que le sang noir ressorte. C'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit oui, on ne sait pas, la génétique c'est comme ça. S'il y avait du sang noir de cette famille, c'est possible que le sang noir ressorte. Et on ne vous dit pas que la personne va naître comme ça, va naître noir charbon d'un coup, d'accord, mais c'est possible, c'est possible aussi. Mais on vous dit que voilà, ça peut s'exprimer par exemple avec ses cheveux, ses pilosités, ses traits, je ne sais pas, voilà, ça s'exprime de différentes façons la mélanine, voilà. Donc c'est pour ça que quand on est dans la science, dans la compréhension réelle de la science, ce qu'on vous dit tout le temps, en vérité, on n'a pas besoin de rentrer dans le racisme parce que ça n'existe pas. C'est une perte de temps à la compréhension en fait du phénomène. Le phénomène, lorsqu'il est expliqué, il n'y a pas de racisme dedans, il n'y a que des faits. Il n'y a que des faits, voilà. Et ceux qui sont vexés, ce sont ceux qui se sentent coupables parce qu'ils se sont reconnus lorsqu'on a cité le nom des criminels. Et ça, c'est pas notre problème. Si vous vous sentez coupable, vous savez pourquoi vous avez dit que c'est votre Dieu. Nous, on n'a pas parlé de ça. C'est vous qui êtes venu dire ça, donc vous savez pourquoi. Vous êtes senti coupable. Quand on a dit que des musulmans ont brûlé une femme, on n'a pas dit que c'est vous qui avez fait ça. Mais c'est vous qui vous êtes identifiés à ces gens-là, qui eux-mêmes s'identifient en tant que musulmans. Donc nous, on n'est personne pour leur dire qu'ils ne sont pas des musulmans. Si eux viennent nous dire qu'ils sont des musulmans, d'accord? C'est pareil pour ces musulmans américains qui croient au Mahdi. J'ai fait le live sur ça, vous pouvez retrouver la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. C'est ma dernière vidéo là sur YouTube. Il y a des musulmans qui sont venus dire que ces gens ne sont pas des musulmans. Mais pour qui vous vous prenez en fait? Si ces gens eux-mêmes ils disent qu'ils sont des musulmans, nous on n'est personne pour dire ça. Vous pouvez dire que moi, en tant que musulman, pour moi tu n'es pas musulman parce que patati patata. D'accord, mais si lui-même il veut dire qu'il est musulman, on va pas venir le tuer pour ça. On va pas venir l'insulter pour ça. C'est lui, il a le droit de dire que pour lui, aussi, il appelle ce qui fait là-bas l'islam. Donc nous, les non-musulmans, quand on dit que vous êtes tous des musulmans, c'est vous-même qui vous êtes donné ce nom-là. Donc voilà. Et quand on vous donne nous-mêmes des noms, pour parler de vous, on va dire noir-arabe, vous n'êtes pas content. Donc avec des gens qui ne sont jamais contents aussi, il faut que chacun maintenant soit libre de parler, voilà, et que ce soit quand même dans le respect et sur la base des faits. Voilà, c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir un dialogue intelligent maintenant. Parce que de toute façon, on voit que vous n'avez pas pour vocation d'être content. Personne ne sera content dans ces échanges-là, dans ces débats-là. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire que les choses reviennent, d'accord? Quand on vous parle justement, encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'islam, on vous dit c'est un culte pour les djoulas. L'islam, ça fait pas 1400 ans que les gens qu'on appelle noirs-arabes, ils font ces gestes-là. Ça fait depuis encore plus longtemps que ça. Ça fait au moins plus de 5000 ans qu'ils font ces gestes-là. Parce que c'était le culte à la base du mandé, des Malinké et des Djoula. Et les Arabes, eux, ils sont venus, ils ont rajouté des histoires, ils ont rajouté des prophètes, ils ont rajouté des esclavages, ils ont rajouté des racismes, ils ont rajouté des mots arabes, ils ont rajouté la Mecque, d'accord? Ils ont rajouté toutes ces choses-là qui n'existaient pas avant. Ils ont rajouté la pierre noire, ils ont rajouté que la femme, maintenant, elle doit se taire et qu'elle a un demi-cerveau. Donc, ça aussi, c'est très drôle. L'islam insulte tous les jours les femmes du monde entier en disant qu'elles ont un demi-cerveau, là où les droits de l'homme
les droits de l'homme, parce que vous êtes en France, hein, on est des gens de la diaspora francophone, sinon nous ne pourrions pas nous parler. Si vous parliez arabe, les amis, et que vous aviez fait le Hajj, eh bien, on ne pourrait pas avoir ces débats-là. Hein. Donc nous avons ces débats-là dans le cadre de la sphère de la diaspora francophone, la diaspora qui vient défendre l'égalité des sexes, mes amis. L'égalité des sexes. Et l'islam vient dire tous les jours aux femmes du monde entier qu'elles ont des demi-cerveaux au-delà de leurs droits, d'accord, de leurs droits et de leurs devoirs dans l'islam, d'accord. L'islam vient dire tous les jours aux femmes qu'elles ont des demi-cerveaux. Moi, je n'ai pas un demi-cerveau. Ma qualité dont je suis le plus fière, c'est mon intelligence. Et c'est ce qui fait cette intelligence que je vous parle aujourd'hui, que je me positionne parce que j'ai des valeurs et un avis, en fait. Voilà, que je viens défendre sur la base d'arguments, pas sur la base de la violence ou de racisme ou de je sais pas quoi. Vous voyez, en tant que femme noire, je viens vous parler. Voilà ma puissance dans ce monde. C'est une puissance physique et intellectuelle quand je me positionne devant vous. Vous voyez? Et donc, on se demande, mais qui a insulté qui? Qui a insulté qui? Moi, je n'ai pas dit que l'islam avait un demi-cerveau, mais l'islam vient me dire à moi, femme noire, que j'ai un demi-cerveau, tous les jours. Donc, voilà, en fait, c'est pour vous dire. Donc, des gens, voilà, on a eu la restriction. On a tenu assez longtemps, vous avez bien sécurisé le live, donc je vous remercie. On a eu notre première restriction du live. Voilà. Donc s'il y a des modos, je vous invite à voir dans les commentaires qui signalent, vous bloquez directement. Hein. Si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à dégager, c'est tout. Ils peuvent, les gens, donner leur avis, d'accord. Mais quand vous voyez que c'est des gens qui sont clairement là pour avoir la haine, d'accord, parce que ils veulent se servir de moi comme laxatif, moi je ne serai pas votre laxatif, d'accord. Vous n'avez qu'à aller vos prières et être apaisé. Moi je n'ai pas besoin de votre pourriture, de votre merde sur mon panel, voilà. Je parle avec ceux qui partagent ce que je dis et qui veulent apporter des sources et contribuer à un débat intelligent, d'accord, qui peut aboutir à des solutions et à des actions concrètes. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'issue de ces discussions-là. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous avez mis en place dans vos vies, en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que la génétique... c'est quelque chose, on sait, c'est inaliénable, d'accord. Les gens ont ces comportements-là depuis des milliers d'années. Et à tel point que ça a même changé leur génétique, c'est devenu épigénétique, d'accord. Ça a été transmis, et quand on parle de génétique, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'une culture. Comme je vous ai dit au début de ce live, chaque noir est déjà différent, d'accord, que ce soit en couleur de peau, les cheveux, les cultures, les langues, etc. Alors vous imaginez comment vous êtes différents, parce qu'à chaque fois, deux personnes se sont unies, ne faire qu'une personne. Mais ces deux personnes-là, à quel point elles étaient déjà différentes. Et ces deux personnes-là, ils avaient encore deux parents, ça fait encore 4 personnes là qui sont venues. Non, c'est pas possible. Vous vous rendez compte qu'on descend depuis les premiers hommes? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on parle de patrimoine et d'héritage culturel et génétique, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui sont nécessaires pour qu'on aboutisse à chacun d'entre vous aujourd'hui. Voilà. Et donc tout ça, c'est bien la génétique, d'accord, inaliénable. Et là, même si c'est pour guérir une maladie, ce qui est très bien, hein, moi j'encourage les scientifiques à se servir de la science pour guérir les gens de ces maladies-là. Là, on vous dit que la personne va naître, elle sera même pas malade. Elle sera même pas malade. On va faire qu'elle aura même pas la trisomie. Voilà. Mais déjà, il faut regarder les conséquences à long terme. Parce que moi, ce que je redoute, c'est que ce soit une fausse promesse ici, et que malheureusement, la génétique ce soit encore plus coriace qu'une couleur de cheveux qui revient, qu'un poil incarné, que je sais pas, ces choses coriaces qui reviennent là, je sais pas, quand vous avez des choses coriaces qui reviennent, souvent, hein, je sais pas ce que vous avez de coriace, un bouton là, vous avez un truc qui revient, même des hormones, vous avez, je sais pas, vous avez des trucs là, coriaces, ça revient à chaque fois, eh bien, il ne faut pas penser que l'ADN, c'est quelque chose de petit qui va être effacé, coupé comme ça, facilement. D'accord? Et il faut même s'imaginer, anticiper, d'accord, sur le fait que ces gens devront peut-être prendre des traitements à vie pour stabiliser cette réaction-là et que, on ne sait pas, tu coupes l'ADN de quelqu'un, on ne sait pas comment sera cet humain-là, c'est quand même pas anodin, voilà. Même si ça pourrait potentiellement leur permettre de ne pas être trisomique, et également dire que quand on parle de trisomie, en fait, qu'est-ce que c'est l'universalisme? Est-ce que c'est vraiment faire que
tout le monde soit bien, soit accepté, soit truc, ou est-ce que c'est faire que tout le monde soit pareil? Parce que si c'est faire que tout le monde soit pareil, effectivement, je comprends pourquoi ils veulent qu'on soit tous blonds, comme on a vu là le dessin de Epstein, tous blonds siliconés, ou bien tous blonds siliconés sous des burqas. Je comprends. Parce que là, effectivement, tout le monde est pareil, c'est universalisme, c'est pas tous la même chose en fait. Ok, une religion, une langue, c'est bon. D'accord. Parce que une couleur de peau, qui sera un métissage de l'humanité, on aboutira à être blanc en fait. Parce que le blanc, c'est quand même le métis. Ça aussi, il faut bien garder ça en mémoire. Donc, alors, ce que j'essaie de vous dire là, en fait, c'est que la normalisation, parce qu'on parle même de retour à la normale, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Moi, j'ai vu énormément de gens trisomiques. J'ai d'ailleurs vu plus de gens trisomiques comme ça que de gens trisomiques qui galéraient, en vérité. La plupart des gens trisomiques que j'ai vus, ce sont des gens qui ont travaillé, d'accord? Ils ont un travail, ces gens-là. Ils sont mariés. Oui, ils sont trisomiques, ils sont mariés. Parfois, ils sont mariés avec quelqu'un de trisomique comme eux. Parfois, ils sont mariés avec quelqu'un qui n'est pas trisomique, d'accord? Ce sont des gens qui vont voir leur famille. Ce sont des gens parfois qui conduisent, d'accord? Ce sont des gens qui vont faire leurs papiers. Ce sont des gens qui viennent eux-mêmes chez le médecin, parce que j'étais secrétaire médicale longtemps, d'accord? Ils vont eux-mêmes chez le médecin, ils font eux-mêmes leurs papiers, ils prennent leurs rendez-vous médicaux. Donc, retour à la normale, en fait. À part sa gueule, en fait. À part le fait que le mec, peut-être il réfléchit pas comme vous, ou je sais pas ce que vous voulez. Pourquoi il est pas normal, en fait? Pourquoi il est pas normal, en fait? Donc voilà, c'est ça aussi. Retour à la normale, la normalisation, la trisomie, est-ce que c'est une maladie véritablement ou est-ce que c'est un état de l'individu qui nécessite qu'il ait une éducation adaptée? Et là, je dis pas que toutes les familles sont capables d'avoir un enfant trisomique, mais est-ce que toutes les familles sont capables d'avoir un enfant tout court en fait? Est-ce que ces familles, ils vont mieux s'occuper d'un enfant entre guillemets normal que d'un enfant trisomique? Vous en êtes sûr? Quand ils vont lui apprendre l'abrutissement de l'école française, l'abrutissement abrahamique, la suprématie blanche, ils vont mieux s'occuper de l'enfant. Donc moi je ne crois pas, voilà. Donc je pense qu'au final ce sera un choix non pas de l'individu lui-même, parce qu'on ne dit pas que quand la personne sera grand ou en état de comprendre, on va lui dire petit, est-ce que tu aurais voulu naître et ne pas être trisomique? Ou petit, est-ce que maintenant tu ne veux plus être trisomique, tu veux qu'on te guérisse de ta trisomie? Voilà, maintenant que tu es adulte, voilà, on va pas lui dire ça. Ce sera un choix du parent, voilà. Sauf que vous savez, la vie, quand l'enfant il naît, normalement, on choisit pas sa couleur des yeux, forme de son nez, est-ce qu'il va être handicapé, trisomique, on choisit pas en fait. C'est on a un enfant, on fait un enfant, on mène à terme une grossesse, c'est un combat, toutes les femmes ne tombent pas enceintes, toutes les femmes qui tombent enceintes ne mènent pas à terme leur grossesse, et ensuite, quand on a fait de notre mieux, on a amené une vie sur la terre. Et cette vie, qui a été dotée de capacités, de possibilités, d'accord, d'individualité, d'accord, de sa propre normalité, de ses propres perceptions, de ses possibles, cette vie-là, en tant que parent, on va maintenant l'accompagner, d'accord, pour qu'elle se développe. Et c'est tout en fait, pour qu'elle se développe, pour continuer à vivre, à perpétrer nos gènes, pour continuer à être là. Et normalement, nous les humains, on prétend, on ment que soi-disant, on va faire ça pour le bien de l'humanité, de je ne sais pas quoi, le monde autour de nous, etc., etc., d'accord? Donc voilà, au final, ce sera un choix du parent qui peut-être bientôt pourra aussi choisir si il a les yeux bleus ou comment est l'enfant, s'il est gay à la naissance ou s'il est je sais pas quoi, voilà. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à toutes ces considérations, d'accord? Je salue encore une fois le travail des scientifiques, mais moi, je dis plutôt que d'essayer de guérir la trisomie en coupant les gènes, observons déjà les conséquences, d'accord? Observons les conséquences à long terme de cela déjà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas des techniques éducatives? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que voici les causes de la trisomie, voici ce qui provoque la trisomie, nous allons faire de la prévention pour que les enfants ne naissent pas avec ces pathologies-là, parce qu'on a repéré que c'est dans l'alimentation, c'est dans la consanguinité, c'est dans ci, ça, que ça provoquait la trisomie, que ça provoquait le faciès, le phénotype trisomique, j'ai envie de vous dire, parce que limite c'est une origine, c'est un faciès dont on peut voir sur la tête de l'individu qu'il est trisomique en fait, mais pas pour tous les trisomies, parce qu'il y a les trisomies plus ou moins légers. Il y a des gens, ça se voit même pas, mais pourtant ils vous diront je souffre du syndrome de Down, et ils vous diront j'en suis fière.
Vous voyez? Donc il y a toutes ces questions-là, voilà. Pourquoi ces gens ne font-ils pas de prévention? Pourquoi ne font-ils pas des techniques, des écoles, des techniques d'éducation adaptées? Parce que quand on vous parle des terreaux d'apprentissage du docteur Aboubacar Ly, qui est fondateur de l'école de la sagesse, on vous dit que chaque humain étant individuel et unique, bien sûr chaque personne aura sa méthode d'apprentissage. Et parmi les individus, on peut faire des groupes, bien heureusement. Il y a des gens qui sont similaires, qui ont besoin des mêmes méthodes d'apprentissage. Et il y a un moment, moi je voulais être psychomotricienne, parce que le psychomotricien, qu'est-ce que c'est? Il accompagne l'enfant en difficulté, il accompagne l'enfant trisomique par la musique, pas par des médicaments, par le rythme, par la vie, par la nature, par la musique, par l'éveil, par l'art. Vous voyez? Il a compris. Ce n'est pas que l'enfant trisomique ou l'enfant autiste ne sait pas parler, c'est qu'il parle différemment. Et qu'il faut lui parler différemment. D'accord? Donc vous pouvez hurler à un chien des ordres toute la journée pour qu'il comprenne, d'accord? Ou vous pouvez lui parler son langage et dresser l'animal. Voilà, c'est tout, en fait. Donc encore une fois, quand on est dans la science, on n'a pas besoin d'être dans la haine, on n'a pas besoin d'être dans l'esclavage, on n'a pas besoin d'être dans l'abrutissement, on n'a pas besoin d'être dans ce qui est immonde et illogique, d'accord? Ce qui est même indécent. Ce qui est en dehors des valeurs humaines et morales et intellectuelles, dès lors qu'on réfléchit 2 minutes, d'accord? Quand on est dans la science, on peut être dans ce qui est logique et ce qui fonctionne. Parce que ceci est d'abord régi par ces fameuses lois du cosmos, ces lois cosmiques dont je vous parlais tantôt. Et donc je vais finir l'article. Le dernier paragraphe, ils nous disent « Les scientifiques estiment toutefois qu'une technique similaire pourrait être utilisée chez les personnes présentant une trisomie 21 sur les neurones et les cellules gliales qui maintiennent les neurones. Toutefois, la trisomie 21 n'étant pas une maladie à guérir, cette avancée scientifique soulève aussi des questions éthiques. » Voilà. Donc sur la fin de l'article, la loi m'a rejoint. Voilà, sur mon point de vue. Et donc, il y a encore des articles que j'ai sélectionnés. Alors, sauf que là, la suite, en fait, c'est sur la Chine. Et je voulais privilégier les formats plus courts parce que, comme je vous ai dit, là, j'ai déjà reçu des restrictions, etc., etc. Donc, je pense que je vais couper le live ici. Je vais aller m'acheter un petit soda, tout ça. Et après, je vais revenir. Et quand je reviendrai, je vais vous lire donc un article qui va parler de la Chine et de l'Europe. Et je vais vous lire 2 prédictions de Baba Yaga et de Nostradamus, qui sont intéressantes pour nous en tant que peuple noir. Voilà. Et ensuite, on va analyser un documentaire ensemble. C'est un documentaire assez court, hein, cette vidéo assez courte, de 12 minutes, je crois, où on va nous montrer l'Angleterre qui expulse les gens, qui expulse les migrants. Voilà. Donc ça, ça va être pour tout à l'heure. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce live assez court, où je vous ai partagé les articles. Alors, voilà. Merci beaucoup le frigoriste. Merci à vous tous d'avoir été là. Ok. Ça marche. Bon, je vais couper le live les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.